Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui un poète connu dans le milieu africain en France qui s'appelle Victor Outondji. Bonjour Victor. Bonjour Karas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc avant de vous poser mes questions, je vous demande de bien vouloir te présenter aux téléspectateurs face à la caméra. D'accord. Je m'appelle Victor Outondji. Je suis un ancien professeur de langue et littérature française à l'université de Calabar au Nigeria, d'où j'ai démissionné en 1980 pour venir en France. Ça me fait 45 ans. 45 ans en France, Victor, c'est pourquoi tu es très très connu dans le milieu africain, surtout dans le domaine de la littérature. Donc vous avez écrit quelques livres et également un livre collectif qui est là, Rencontre à l'UNESCO. Et vous avez coécrit avec d'autres écrivains. Et vous avez aussi écrit ce livre, Palabres d'un poète, c'est ça? Parole de poète. Parole de poète, comme c'est écrit en espagnol. Parole de poète, donc voilà la version espagnole qui est là, c'est écrit dans plusieurs langues, donc vous allez nous parler de ces langues. Et donc Victor, vous êtes donc écrivain, vous avez écrit le cahier d'Aimé Césaire, événement littéraire et facteur de révolution, donc ça aussi c'est à l'Harmattan, c'est votre livre également. Donc, et ce que je voulais vous dire, donc vous avez évoqué dans la présentation que vous étiez donc professeur de littérature, c'est cela? Langue et littérature française. Française. Ouais. C'est ce qui vous a conduit directement dans l'écriture? Non, pas exactement. J'ai commencé à écrire quand j'étais tout jeune. À vrai dire, j'ai commencé à écrire des textes inédits quand j'avais 15 ans, une quinzaine d'années à peu près. J'ai publié ma première plaquette de poésie quand j'avais 19 ans. Ça ne me rajeunit pas beaucoup. Oui. En 1972. Et j'ai publié à Cotonou, au Bénin. Et en 1973, j'ai publié une nouvelle qui s'intitule « Deux filles, un rêve fugitif », toujours au Bénin, que j'ai présentée au Centre culturel français de Cotonou, au Grand Théâtre de Verdure. Et c'est ça qui m'a lancé d'ailleurs, puisqu'il y a eu des échos ici, dans la presse à Paris, pendant que j'étais là-bas, dans la revue Afrique contemporaine du centre de documentation, du centre d'information et de documentation le CEDAOM, Centre d'études et de documentation sur l'Afrique et l'outre-mer, le CEDAOM, qui était une partie de la documentation française. C'était dirigé par Robert Cornevin, il était docteur S sciences, il était secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer et en même temps président de l'Association des écrivains de langue française, qui à l'époque revendiquait plus de 3000 auteurs francophones. Voilà, donc mon ouvrage, ma nouvelle je l'ai présentée au Centre culturel français, au Théâtre de Verdure, au Grand Théâtre de Verdure, 800 places, rempli. Bref, donc il y a eu des échos ici, c'est ça qui m'a lancé, en fait. Auparavant, l'année d'avant, j'avais publié une petite plaquette avec 3 poèmes en prose qui se retrouvaient dans ma publication de 1973 et que j'avais envoyé aux 3 chefs d'État de l'État du Bénin à l'époque, le conseil présidentiel, à chacun des 3. J'ai envoyé à Sékou Touré en Guinée, j'ai envoyé à Léopold Sédar Senghor au Sénégal. Et bon, voilà, j'ai frappé très haut dès le début. Et je n'ai pas envoyé, il me semble, ma nouvelle devient un rêve fugitif. J'ai envoyé Couleur de rêve, qui englobait tout cela, plus une trentaine de plus de 30-35 poèmes inédits. Mais vos poèmes tournent autour de quoi? Quelles sont les questions essentielles que vous évoquez dans vos poèmes? Bon, pour te répondre, pour vous répondre, on se tutoie, on se voit. Oui. Alternativement. Voilà, peu importe. Sans protocole. Bon, pour répondre à la question, je suis tenté plutôt de citer Léopold Sédar Senghor dans une lettre qu'il m'a écrite
et qui se trouve dans Paroles de poète, n'est-ce pas, que j'ai publié après, des années après. Il disait, cher confrère, j'ai bien reçu votre recueil de poèmes, votre recueil de nouvelles et de poésie que vous m'avez envoyé. La nouvelle est une œuvre difficile. Et je suis heureux de constater que vous maîtrisez ce genre avec un talent certain. J'ai également aimé vos poèmes qui chantent la femme et l'Afrique. Vous chantez également la solitude, cette sainte compagne des poètes. Cette double réussite de poète et de nouvelliste vous honore. Avec mes félicitations. C'est la suite, quoi. Croyez oui. à mes sentiments. Ça, c'est les mots du président Senghor, l'un des grands poètes d'Afrique. Hein. Ancien président du Sénégal. Du Sénégal. Donc, si lui, il apprécie un poète, c'est que membre c'est de l'Académie française. Merci. Je prenais ça pour un compliment, d'autant plus que Senghor, quand il n'aime pas une œuvre, il le dit. Voilà. Et des fois même, il ne répond même pas. Il ne répond même pas. Non, en général, il est très courtois. Il est très courtois. Mais je me souviens d'une interview qu'il avait accordée à Liliane Kestolot, dans laquelle il disait « Quand de jeunes poètes m'envoient des poèmes à lire et que j'y retrouve des réminiscences de Léon Gontran Damas, d'Aimé Césaire, de Léopold Sédar Senghor, je ne peux m'empêcher, je ne peux réprimer une grande envie de bâiller. » Oui. Ça veut dire qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, quoi. Exactement. Si ça ne lui plaît pas, il baille. Il baille. Surtout quand on veut le copier. C'est-à-dire quand on veut s'inspirer de son style, de sa manière d'écrire, il ne peut pas s'empêcher de bailler. Il veut quelqu'un qui soit soi-même et pas quelqu'un qui s'inspire de Césaire, de Damas ou de lui-même. Oui, Victor, alors, donc, mais qu'est-ce qui vous a atterri dans le monde poétique, dans le monde du poème, ou même dans l'écriture en général, et, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire? Oui, et disons que j'ai commencé d'ailleurs par la musique. J'étais en classe de 5e. Ouais. J'étais jeune élève des premières classes du secondaire. D'ailleurs, j'ai sorti un disque, 45 tout simple, dont le titre principal s'appelle Bethel. J'ai sorti ça en 1972. Dans les mêmes années, là, j'étais assez créatif, si je puis dire, quoi. J'ai sorti ce disque à Cotonou, à compte d'éditeur, Bethel. Il y a un youtubeur grec qui l'a découvert en 2013 et qui l'a mis sur YouTube. On le trouve maintenant sur YouTube, Bethel. Et j'étais accompagné par l'orchestre Precious Stones, qui est resté parfaitement inconnu. Ouais. Bien qu'ils s'étaient bourrés de talent, ils ont été invités ici au MIDEM, au marché international de l'édition musicale, à Cannes. Parce qu'ils ont trouvé un sponsor, une mécène, quoi, qui les a fait venir, qui lui a dit d'échanger de nom, ils sont devenus BSO, au lieu de Precious Stones. Ouais. Bon, bref, ils sont restés inconnus du grand public. Enfin, sauf des jeunes de cette époque-là, mais comme ils ont fait un disque avec moi en même temps, mais le disque ils ont été retirés le disque pour le refaire, ils ne l'ont jamais refait. Bref, j'ai commencé par la musique. Or, les musiciens ont besoin d'acheter des instruments, la guitare, le balafon ou autre. Bon, moi, d'ailleurs, quand j'étais en classe de 5e, j'ai formé avec mes amis un orchestre qu'on appelait Aglam Jazz. Ah oui. C'est-à-dire avec la bouche. Avec la bouche, oui. Tous les instruments. Oui, parce que vous n'avez pas d'argent pour acheter des instruments. Exactement. Alors que pour écrire, pour faire de la littérature, il suffit d'un stylo et d'une feuille. Ah. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Voilà pourquoi la littérature a pris le dessus. Votre pays, le Bénin, donc, était considéré jadis à l'époque comme le quartier latin de l'Afrique. Beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'écrivains. Est-ce que vous pensez que cela a changé maintenant, avec la nouvelle génération? Personnellement, je vais vous faire un aveu qui est une nouveauté. Je ne l'ai jamais dit sur les plateaux de télé, mais j'estime avoir eu des problèmes avec les pseudo-services spéciaux du Bénin à Paris. Et quand je m'énerve contre leurs agissements à mon égard, parce que j'estime qu'à un moment donné, ma vie privée a été saccagée,
au nom de pseudo-renseignements, des gens qui ne me connaissent pas, qui ne comprenaient pas comment j'ai fait pour rayonner. Donc, ils font des tas de choses que je condamne. Mais pourquoi? Et moi je me suis dit, j'ai coutume de le dire, je le répète pour la première fois sur un plateau de télévision, j'ai coutume de dire, mon pays fut jadis le quartier latin de l'Afrique, mais avec ce que moi je leur reproche là, j'ai dit, ils en ont fait, ces pseudo-services, le quartier taré de l'Afrique. Ah bon? Même de la planète. De la planète, ah bon? Donc ça a changé quoi. Maintenant c'est plus le quartier le pays est resté bon. Bon. Les intellectuels sont toujours là, mais ils ont voulu faire du renseignement. Et moi, j'estime qu'ils ont copié toutes les plaies du système sécuritaire français. J'ose le dire, j'étais quand même professeur d'université il y a plus de 45 ans. Je crois que j'ai le bagage intellectuel nécessaire pour jauger tout cela. Le renseignement, ce n'est pas le viol des femmes, ce n'est pas la violation de ma vie privée, d'une manière caricaturale. Donc, mais à quelle fin? C'est-à-dire, donc, pourquoi vous vous êtes mêlé de la politique, c'est ça? Je ne me suis pas mêlé de la politique. J'ai peut-être eu des problèmes avec des éléments. C'est une première, ce que je vous dis là, ce que je vous livre. Oui, je vois. J'ai peut-être eu des problèmes que je n'ai pas cherchés avec des éléments des services de sécurité français qui commettent des bavures. Vous connaissez, quand on parle de bavures en France, c'est un euphémisme pour parler de toutes les violations de la loi par les services de sécurité. Bon, moi j'ai découvert ça à mon détriment. Je me suis dit, tiens, je me suis adressé à l'ambassade de mon pays pour demander aide et assistance. Et j'ai dit, voilà, j'étais dans tel commissariat, j'ai fait une déclaration sur tel numéro, etc. Ils ont dû contacter le commissariat, on leur a dit de commettre les mêmes bavures. Ah oui, à cause des gars. Les trucs que moi je demandais qu'on combatte avec la dernière vigueur. Eux, ils ont découvert ça comme une merveille. Ils ont vu le secret de l'espionnage français. Ah, carrément. C'est moi qui interprète. Leurs citoyens. Non, c'est-à-dire ils ont eu envie de copier ce qu'il fallait combattre. De refaire ça. Vous savez quoi? J'ai bien aimé, bon, nul n'est parfait. À un moment donné, vous savez, les premiers différends du Mali avec la France, c'est quand l'ambassadeur du Mali s'est adressé, il y a déjà plusieurs années, il s'adressait à une commission sénatoriale. Et il a déploré le fait que les militaires français de la force Barkhane allaient dans les bordels. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire, ils ont trouvé qu'ils nuisaient à l'image de la France et aussi à l'image de leur propre pays. Et les militaires n'ont pas allé voir les prostituées. Non. Et l'ambassadeur a dit ça, ça fait un incident diplomatique. Ah oui. Bon, le gouvernement du Mali à l'époque a été réactif. Il a pris les devants. L'ambassadeur a été rappelé pour garder les bonnes relations avec la France. Bon, il a été rappelé. D'ailleurs, il y a eu une période pendant laquelle l'ambassadeur qui devait le remplacer, ce n'est pas la France qui a demandé qu'il parte, c'est le Mali qui a décidé de le rappeler. Bon, et qui a comme preuve de bonne volonté, quoi, vis-à-vis de la France. Et l'ambassadeur qu'ils ont proposé n'a jamais pu présenter ses lettres de créance. Bon, donc quand il y a eu un petit problème, des problèmes récents qui ont provoqué le renvoi de l'ambassadeur de France au Mali, après les coups d'État successifs qui ont été critiqués, entre parenthèses, personnellement, j'estime qu'un coup d'État militaire est par essence antidémocratique. D'abord, c'est les urnes qui déterminent, pour moi. Cela dit, le discours de justification postérieure au coup d'État peut être porteur. Le public a aimé les accents anticolonialistes, etc. Bon, ça c'est bien, c'est tout à leur honneur. Mais à l'origine, bon bref, quand la France a critiqué, il y a eu ce coup d'éclat avec le ministre, le représentant du Mali auprès de l'ONU, qui a dénoncé l'impérialisme, le néocolonialisme, ce qui a plu à l'Afrique progressiste. Bon. Et ce faisant, dans la foulée, l'ambassadeur de France a été prié de quitter le territoire. Bon. Les gens de l'extrême droite en France ont dit la France n'a qu'à répondre de la même manière, renvoyer l'ambassadeur du Mali. Alors, les gens qui connaissent l'histoire disent mais
pas la peine. Ça fait des années que le Mali n'a plus d'ambassadeur ici. Ah ouais. Parce que depuis que l'ambassadeur a dénoncé les dérives des soldats français de la force Barkhane, la France n'avait plus permis aux nouveaux ambassadeurs désignés de présenter leur lettre de créance. C'est une parenthèse. Je voulais mettre en avant la fierté nationale. Et je ne sais pas, l'indépendance de la pensée qui devait permettre à mes compatriotes de distinguer ce qu'il fallait combattre, c'est-à-dire les dérives du système sécuritaire, et ce qu'il fallait copier. On copie tout ce qui est bon. Oui, mais c'est une parenthèse. Oui, c'est pour dire que pour moi, par rapport à ce que ces services ont fait, ils me permettent de relativiser cette renommée qui faisait du Dahomey à l'époque, le quartier latin de l'Afrique. Et je réitère ce que j'ai dit. J'ai dit, ils ont fait de mon pays, je parle simplement de ces services-là, et de leurs agissements, le fait qu'ils aient copié les méfaits, les bavures policières, surtout en violant ma vie privée. Je peux plus faire la cour à une femme. On pense que Victor fait de l'espionnage. Tout le monde, depuis 43 ans, depuis que j'ai saisi l'ambassade de cette histoire-là, des tas de gens se sont mariés, ont fait des enfants, ont fait l'amour et tout ça. Quand Victor drague une femme, c'était un motif d'espionnage. C'est une parenthèse. Je pense qu'il fallait quelque part, à un moment donné, crever l'abcès. Et j'ai saisi l'occasion. Afrique 1 TV est le premier plateau télé où j'ose... Pour parler de cette histoire. Pour parler de cette histoire. Vous allez faire un montage. Oui. Mais j'assume ce que je dis là. Exactement. Alors, donc... ça ne m'empêche pas d'avoir été en très bon terme avec les régimes politiques successifs qui se sont succédés. Mon frère était ministre. Malheureusement, ça a joué un peu contre moi. Celui qui est décédé? J'ai perdu plusieurs frères. Ah, d'accord. Et il est décédé il y a 2 ans, en 2014. Oui. Il était d'abord ministre de l'Éducation nationale. C'est le petit frère ou le grand frère? Le grand frère. Le grand frère, d'accord. Ouais. Il était ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement de transition de 1990-1991, si je ne me trompe pas de date. Et en 91, 93, il est devenu ministre de la Culture. Bon, il a été nommé après chargé de mission du président de la République et il a démissionné pour retourner à l'enseignement. Il était professeur émérite de philosophie. À l'université? À l'université d'Abomey-Calavi. Il avait d'abord enseigné à l'université de Besançon en France et puis dans 2 universités au Congo-Kinshasa, l'ex-Zaïre, et avant de décider de rentrer au pays. Donc, vous êtes une famille d'intellectuels? Si l'on peut dire, on aime beaucoup les lettres surtout. Mais si tu veux, on est une famille d'intellectuels. Oui. Il était ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de philosophie. Il avait fait un doctorat de 3e cycle en France et il a soutenu ses travaux en vue d'un doctorat d'État lettres à l'université de Dakar. D'accord. Bon, il avait tout le bagage nécessaire, il était professeur émérite. Il nous a quittés malheureusement il y a 2 ans. Il y a 2 ans seulement. Voilà. Bon, avec un frère ministre, tu comprends que je pouvais pas parler librement comme je parle là. Parce que pour me protéger, il m'empêchait de... vous allez couper une partie de peut-être, vous allez voir ça. Mais moi, j'estime que si on ne crève pas un abcès, ça pourrit et ça ne peut pas aller. Alors, voilà. Donc vous avez... c'est pour répondre à la parenthèse. À la parenthèse, le quartier latin de l'Afrique. Vous avez co-écrit ce livre Rencontre à l'UNESCO et donc Lumière sur les plumes des diasporas africaines avec d'autres personnes. Donc, dans quel contexte vous avez décidé ensemble d'écrire ce livre? En 2019, pour la première fois, la Semaine africaine de l'UNESCO, qui est destinée à commémorer la création de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui a été créée le 25 mai, si ma mémoire ne m'abuse, le 25 mai 1963, à Addis Abeba. Bon, pour commémorer cet événement, l'UNESCO a décidé de considérer le 25 mai comme la journée mondiale de l'Afrique. Et en cet honneur, il y a toute une semaine, avait dit c'est 3 ou 4 jours, mais on l'appelle la Semaine africaine de l'UNESCO.
Bon. Et cette semaine est commémorée depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Ils n'ont pas commencé tout de suite en 1963. Oui. Il y a 20 ans, 30 ans peut-être qu'ils ont commencé à commémorer cela. Et pour la première fois, d'abord, on invitait les musiciens, il y a la cuisine locale, la gastronomie quoi, de chaque pays, tout ça qui était représenté, tout ce qui est culturel. Mais pour la première fois en 2019, il y a eu un salon des auteurs. En 2019, ça s'est appelé le Salon des auteurs africains. C'était la première édition. Oui. Et à cette édition, j'avais eu l'honneur de représenter l'Afrique avec une cinquantaine de personnes. Oui. C'est-à-dire, là, on est confronté à un devoir d'humilité et en même temps, c'était une consécration. Parce que l'Harmattan, qui est mon éditeur seul, le directeur de l'Harmattan, M. Denis Prien, le directeur honoraire, parce qu'il est à la retraite maintenant, il me disait que l'Harmattan a publié depuis 1975, qu'ils existent, depuis 50 ans donc, plus de 6 000 auteurs africains. On se retrouve une cinquantaine à représenter l'Afrique. Donc c'est une consécration. Mais en même temps, c'est un appel, un rappel de la nécessité de l'humilité. C'est-à-dire, je ne considère pas que je devrais écraser 6 000 auteurs africains. Mais c'est une consécration en même temps. Bref. Donc, les auteurs qui étaient présents ont décidé, sur l'encouragement de Jean-Célestin Edjangué, qui est journaliste aussi, de créer un ouvrage collectif pour marquer cet événement-là. Et il y a une quinzaine d'auteurs qui ont contribué. Moi, j'ai donné une contribution. J'ai rassemblé 5 articles que j'avais publiés sur Facebook, sur mes réseaux sociaux. Je les ai regroupés sous le titre « Point de vue », point au pluriel, « Point de vue d'un écrivain africain en France ». Et c'est aux pages 151 à 169 de cet ouvrage-là. « Rencontres à l'UNESCO, lumière sur les plumes des diasporas africaines ». Et Madame l'ambassadeur du Gabon, déléguée permanente du Gabon auprès de l'UNESCO, qui était à l'époque, à ce moment-là, présidente du groupe Afrique de l'UNESCO, nous avait fait l'honneur de préfacer l'ouvrage. Il s'agit de son Excellence Madame Rachel Annick Ogula Akiko, épouse Obiang Meyo, qui nous a fait une excellente préface d'ailleurs. Et donc voilà. Comment l'ouvrage a vu le jour. Ça, c'est l'ouvrage collectif. Oui, donc cet ouvrage. Oui. Et d'accord, donc, et à votre avis, donc, en tant qu'écrivain, est-ce qu'aujourd'hui, il y a votre pays d'origine, le Bénin, donc, qui est aussi l'une des démocraties en Afrique, hein, et aujourd'hui, est-ce que vous croyez que la démocratie au Bénin est en péril? Il y a eu des travaux d'infrastructure qui ont été faits par le gouvernement en place. Il faut le reconnaître. Il y a eu l'actuel président, Patrice Talon, a fait des investissements. Les routes qui n'existaient pas dans certaines villes, dans certaines communes. Moi, je suis de Porto Novo. Je suis reparti là-bas récemment, à l'occasion du 3e Festival international de livres et des arts assimilés du Bénin, qui m'avait fait l'honneur de me nommer parrain national. Donc j'étais là-bas du 10 octobre jusqu'au 5 novembre. Mais le festival a duré du 9 au 11 octobre inclus, 2025. Bon, j'étais là-bas. Et donc, après le festival, je suis allé à Porto Novo. J'ai vu, vraiment, il y a eu des travaux d'infrastructure. Vous avez vu que le pays a changé? Le pays a changé. Beaucoup de personnes reconnaissent cela. Je déplore juste une chose. Et bon, nul n'est parfait. Hein. Dans les réformes, il était question des candidats à l'élection présidentielle qui aura lieu en avril prochain, devaient être parrainés par au moins 28 députés. Et quand j'étais là-bas, il y a eu un fait divers qui a défrayé la chronique. Après l'annonce des candidatures, il y a un des 28, le principal parti d'opposition avait tout juste 28 députés. Il y en a un qui a dit qu'il retirait son parrainage. Et c'est le parti dirigé par l'ancien président Yahi Boni. Boni Yahi. Bon, donc
ils ont retiré leur candidat. Lui, il a retiré sa candidature, ça fait un truc, un tapage, les médias. Donc ça veut dire qu'il a été influencé, il a été corrompu. Pour l'opinion publique, Mhm. c'est une corruption. Ouais. Ça, je dis l'opinion publique, Donc, hein, voilà. Ça ne veut pas dire que ce soit Oui, la oui, réalité. oui, parce que quand Mais même. d'après toutes les rumeurs, la première personne à qui j'ai raconté ça m'a dit « Ah, il a été corrompu ». Notre ami Alassane. Mhm. C'était son premier réflexe. Oui. Bon, le jour de l'ouverture de la séance de l'Assemblée nationale, il y a 50 députés qui lui ont emboîté le pas, Mhm. qui ont démissionné du parti. Donc maintenant, ils sont 22. Mhm. Bon, moi j'estime, c'est-à-dire, c'est Beaumarchais qui disait « Sans le droit de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Mhm. Je viens de dire que le gouvernement en place a fait du très bon travail. Les réformes là sont excellentes. Mhm. Le pays est déjà numérisé, à l'ère numérique. Mhm. Et j'étais là-bas, la carte d'identité devait être numérique, et tout est numérisé maintenant. Mhm. Donc, bon, il y a eu un travail de réforme absolument louable. Sauf que je considère, concernant ce petit incident dont je parle, Mhm. Cette tâche-là, c'est-à-dire pour l'opinion publique, et le fait que le principal parti de l'opposition ne puisse pas concourir, Mhm. c'est comme si on avait peur du verdict des urnes. Donc ça entache quelque part la marche démocratique. Démocratique au Bénin, l'image démocratique que les gens ont du Bénin. Voilà, ça c'est mon opinion personnelle. Oui. Ça n'engage que moi. Mais je pense que tout le monde sera d'accord. Mais à votre avis, donc le pays avance sur le plan infrastructure infrastructure, même au niveau des institutions, c'est-à-dire le fait que, bon, je vais vous dire une chose, l'opposition a sa part de responsabilité. Il y a le gouvernement. Dans des pays comme la France, écoutez bien, à un moment donné, François Bayrou, qui était président du MODEM, qui est viscéralement opposé aux agissements du Front National. Par exemple, actuellement, dernièrement, il avait créé une banque de parrainage. Comme il estimait qu'il avait déjà suffisamment de parrains, en France, il fallait 500 parrains. Au Bénin, c'est 28. Donc, en quelque sorte, il copie un peu ce qui a été fait ici. Oui, oui. On ne peut pas leur reprocher de demander des parrainages. Bon, mais le fait que les députés retirent leur parrainage, tout ça, ça fait désordre. Ça fait un peu désordre. Ça fait un peu désordre. En France, c'est 500. Et voilà la position de François Bayrou, par exemple, c'est qu'il ne partageait pas le point de vue des extrêmes, en particulier de l'extrême droite. Mais il estimait que, puisque c'est une dame qui flirtait avec les 50% de l'opinion publique, il estimait que démocratiquement, il devait l'aider à avoir les moyens de se présenter. Parce qu'aucun élu ne voulait lui donner son parrainage. Elle galérait. Même Mélenchon aussi, avec la France Insoumise, ils ont galéré pour avoir les 500 parrainages. Bayrou a dû donner son parrainage à Marine Le Pen. Il a créé une banque avec plusieurs élus, des députés, qui ont donné carte blanche pour leur signature pour qu'ils utilisent leur parrainage pour permettre à ces gens-là, qui sont populaires en France, mais qui n'ont pas de parrain, de se présenter. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Donc ça aurait dû être valable aussi. C'est-à-dire le pouvoir béninois aurait dû s'inspirer de ce genre de choses pour se dire non, ce n'est pas normal que l'opposition ne soit pas représentée. Alors vous êtes un panafricaniste. Donc Marine Le Pen a bénéficié du parrainage de François Bayrou. Jean-Luc Mélenchon, l'offre lui était faite aussi, mais il n'en a pas eu besoin. Il a eu ses 500 parrainages normalement. Bon, mais c'est l'esprit de la chose. Comme disait, je crois que c'est Voltaire qui disait, je ne partage pas vos points de vue, mais je donnerai ma vie pour que vous ayez la liberté de les exprimer. Ouais. C'est ça le principe de la démocratie. Ça veut tout dire. Ouais. Alors, vous êtes un panafricaniste, mais vous n'aimez pas des régimes militaires, enfin, vous n'appréciez pas les régimes militaires. Donc, aujourd'hui, il y a des panafricanistes qui se rangent derrière les régimes militaires qui sont en Afrique, notamment au Burkina Faso, au Niger et
et au Mali. Et donc, La Guinée. Exactement, la Guinée aussi. Bon, mais enfin, je voulais parler par là, les pays de l'AEOS. Ouais. Donc, quel est votre point de vue là-bas? Est-ce que vous n'êtes pas entre le marteau et l'enclume? D'abord, il faut nuancer. Bon, il ne faut pas dire je n'aime pas je n'aime pas les régimes militaires. Je considère, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, un coup d'État militaire est par essence antidémocratique. Seules les urnes doivent décider de qui doit gouverner. Ça, c'est mon point de vue à l'origine. Bon, dans les cas que vous avez cités, dans le cas du Mali, j'ai suivi les événements internes avec des massacres interethniques, des Dogons, les descendants, les Maliens noirs qui étaient opposés aux personnes basanées. Donc, il y a des communautés de gens basanés qui allaient massacrer des gens dans les villages peuplés de Noirs. Et les Noirs faisaient la même chose. Il y avait un certain désordre sécuritaire. Donc, le peuple descendait dans la rue pour protester. Moi, j'ai des amis maliens qui m'envoyaient les vidéos des défilés pour exiger un changement. Bon, ces défilés ne demandaient pas un coup d'État, en réalité. Ils demandaient seulement que le gouvernement prenne ses responsabilités pour assurer la sécurité des uns et des autres. Les militaires ont répondu par un coup d'État. Bon, on prend donc acte. Maintenant, ceux-là, au bout d'un an, ils ont été renversés par une autre équipe de militaires. Il y a eu une troisième équipe de militaires qui a renversé celle-là. C'est pour ça que la France a dit on ne peut pas maintenir des accords de défense, des accords internationaux avec un régime instable. Et ça a provoqué la colère du régime en place. Bon, donc je replace les choses dans leur contexte. Donc au départ, le coup d'État militaire, pour moi, était antidémocratique. Maintenant, le contexte était tel que les militaires avaient estimé que s'il y avait tout ce désordre sécuritaire, leur seul moyen de contribuer au rétablissement de l'ordre, c'était de prendre le pouvoir. À tort ou à raison. Pour moi, c'était à tort. Ils devaient trouver les moyens, ils devaient faire l'impossible pour faire régner l'ordre, mais sans forcément renverser l'ordre constitutionnel. Mais, bon, voilà, après la colère contre le régime français, contre le gouvernement français, qui s'est exprimé par le discours du vice-ministre, du vice-premier ministre ou du vice-ministre des Affaires étrangères à l'ONU. Il était j'ai écouté, et il était très, c'est-à-dire, c'est un peu comme Sékou Touré dans les années 58, qui avait un discours franc et comment dire, combatif contre le néocolonialisme, ce qu'il appelait le néocolonialisme français. Je suis obligé de faire d'ouvrir une petite parenthèse. Le discours était progressiste, mais pour moi, il y avait une faille. Le panafricanisme, pour moi, inclut l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest, à ne pas confondre avec le pan-négrisme. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui. Bon, donc, ce ministre-là, il a fait un discours très positif. Personne n'a relevé. Moi, j'ai relevé, mais je ne l'ai pas écrit. Mais je profite de vos passages sur le plateau de Afrique 1 TV pour le dire. Dans le discours de ce ministre-là, il a parlé de son adversaire du Niger à l'époque, celui qui a été renversé là. Oui. Bazoum. Bazoum, oui. Il dit, bon, parce qu'ils sont adversaires, il s'est estimé le droit de dire qu'il ne comprend même pas pourquoi on l'a élu, lui, qu'il est un étranger. On a élu un étranger comme président du Mali, du Niger. C'était une erreur. Or, qui était-il? Il était basané. Il était peut-être de la Libye ou du Tchad, je ne sais pas, mais il était africain. Oui. Comment est-ce qu'il peut dire que le gars, il n'est pas africain, il n'est pas nigérien, il est étranger? Pour moi, c'est une entorse au concept même du panafricanisme à l'aune du XXIe siècle. Dans les années coloniales, on peut comprendre que les William Du Bois aux États-Unis, les Marcus Garvey parlaient de panafricanisme en pensant au retour des anciens esclaves noirs sur le continent africain. C'est comme ça que la République du Libéria a été construite. On a libéré des esclaves, on les a fait retourner là-bas et donc constitué une élite d'ailleurs dirigeante qui a provoqué une révolution après quelques dizaines d'années.
des Noirs autochtones. Le Samuel Doe. Samuel Doe, ça c'est le Libéria. Bon, donc les panafricanistes des années coloniales pensaient aux Noirs, parce que c'est l'époque où les Noirs étaient brimés. Ils sont sortis de l'esclavage, tu es au courant, avec la guerre de sécession, sous la présidence d'Abraham Lincoln. Bon, bref, ils sont sortis de l'esclavage, mais la persécution des Noirs avait continué en Amérique du Sud, enfin, au sud des États-Unis. Les Noirs continuaient à être pendus, à être assassinés, etc. etc. Et les droits humains, la lutte pour les droits civiques a continué avec Martin Luther King notamment, jusqu'à une époque récente. Martin Luther King est mort en 1963. Oui, alors donc on me signalait à la régie qu'on arrive au terme, mais comment on fait pour... Enfin, avant de conclure, je voulais juste vous poser cette question, parce que vous êtes franco-béninois. Donc, vous pensez quoi des relations entre la France et l'Afrique actuellement? Des relations un peu tendues selon certains pays? C'est exact. Les relations sont tendues avec certains pays. Il y a eu une tentative de coup d'État militaire au Bénin récemment. Oui. Et j'étais déjà revenu en France quand cette tentative a eu lieu. Bon, le Bénin a bénéficié du soutien logistique de la France pour se maintenir et a même dû faire appel au président au Nigeria, qui a dépêché un avion militaire pour aider à neutraliser, parce que les rebelles s'étaient retranchés dans un camp. Ils avaient des chars, de l'armement lourd. Et l'armée restée loyale, l'armée loyaliste, était à l'extérieur du camp, avait aussi de l'armement lourd. D'après la thèse du pouvoir politique béninois, c'est qu'un affrontement des deux pouvait provoquer des pertes civiles à éviter. Donc, ils ont fait appel au Nigeria, qui, à l'aide de l'avion militaire, a détruit les chars qui se trouvaient à l'intérieur du camp militaire. Bon, le résultat, la thèse officielle dit que les gens se sont enfuis. Je ne sais pas. Il y a eu des gens qui sont morts. Ils sont morts, oui. Ça, c'est certain. Maintenant, le pouvoir, c'est normal, attrayant même, que le pouvoir ait à cœur de dire qu'il préférait préserver la vie de ces gens-là dans la mesure du possible, parce que ce sont des Béninois. Bon, mais les principaux instigateurs du coup d'État sont partis à l'extérieur. Ils ont pris la fuite, quoi. Et puis voilà. Comme on est face à l'Afrique, donc voilà, la France et le Bénin sont sur la même longueur d'onde. Sauf que je dois préciser que Donald Trump a été bombardé le Nigeria. Je ne sais pas si c'est lié au fait que le Nigeria a frété un avion, a envoyé un avion au secours de l'armée du Bénin. Parce que les Nigérians, l'opposition nigériane a protesté. Ils disent, mais nous avons des terroristes chez nous, Boko Haram, au nord du Nigeria. On ne savait pas que l'armée du Nigeria avait un avion qui intervient en 24 heures pour mater un coup d'État militaire à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, il y avait des problèmes. Donc, je ne sais pas, Donald Trump, le président américain, s'est engouffré dans ce truc-là. Apparemment, il aurait effectué des frappes sur le Nigeria, que je ne trouve pas. J'étais ancien professeur de langue et littérature française à l'université de Calabar au Nigeria. Bon, donc je garde... C'est un pays que vous connaissez relativement bien. Ouais. Ben, j'atteste qu'il y a au nord, il y a les terroristes de Boko Haram qui font du dégât. Et c'est des fondamentalistes. Et aussi, tous les fondamentalistes du monde, j'ose dire, cultivent l'inculture. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, comme on est face à l'Afrique, si on a le temps encore, 5-10 minutes, je peux lire un de mes poèmes qui s'intitule « L'Afrique et moi ». L'Afrique et moi. J'ai dit, je veux te chanter Afrique, mais n'ai pas trouvé d'idée. Je veux magnifier ton nom, mais l'inspiration ne vient pas.
Je veux dire de toi 1000 choses agréables, comme l'ont fait tes enfants immortalisés par leur chant. Je veux te chanter, Afrique, mais ne sais que dire de toi. Mais toi, tu m'as répondu, misérable, hypocrite, tu es un misérable, un fourbe, ne parle donc pas de moi. Tu as eu soif de sentiments et as cherché les filles. Maintenant que tu es déçu, tu es revenu vers moi. Cet amour que tu viens m'offrir n'est rien que les débris, les épaves de celles que tu as dépensées pour elle, enfant prodigue. Fais donc taire ta voix rocailleuse et fausse, car j'en ai d'autres pour me chanter. J'ai mon paysage merveilleux, les trésors de mon sous-sol. J'ai ma verdure infinie, mon soleil ardent, et la peau bronzée de mes fils tes frères, pour crier « Oh mon nom, enfant ingrat que j'ai élevé dans mon sein ». Et j'ai dit, je te chanterai malgré toi, Afrique. Je chercherai l'idée. Tes fils ramassés dans le passé, comme des tas d'ordures, embarqués pour des pays lointains, les souffrances, les misères qu'ils ont endurées, les lourdes chaînes à leurs pieds attachés, vont jaillir les trésors des Amériques, leur joie de vivre malgré tout, et leur chant. Car ils chantaient, tes fils, ils chantaient dans leur douleur, leur amour pour leur Dieu créateur. Ils chantaient dans ces chants qui sont leur enfer, l'hymne unique de leur cœur libre et fier, libre dans leur corps méprisé, brimé par les blancs, l'hymne exaltant au Dieu des Noirs, et dansaient le calypso. Ils ont rougi les calvaires de leur sang, mais ont apporté un trésor au monde. Trésor de la force de leurs bras, de leurs chansons, de leur jazz, qui jamais ne périra. Et toi, tu m'as répondu, menteur, menteur, tu cherches ta voix pour graver ton nom dans le marbre de l'immortalité. Mes fils dont tu parles sont morts, avec leurs souffrances, leurs peines. Maintenant, la vie t'appartient à toi. Construis-la pour toi et pour tes enfants. Et j'ai dit, je te chanterai malgré toi, Afrique. Je chercherai l'idée. Je chanterai tes richesses, tes forêts vierges et vertes, ta beauté pure comme le monde à ses naissances. Mais dans ma rêverie profonde, une voix résonne en moi qui me dit, ne chante pas ma beauté, mais bâtis-moi un présent heureux et un avenir radieux. Rêve de me voir un jour toucher le ciel de mon front. Rêve de m'enrichir de ta poésie qui ennoblira la page du présent, tournée dans le futur par les fils de tes fils. Regroupe autour de toi mes fils pour que tous unis désormais, vous unissiez vos efforts pour bâtir mon bonheur. Victor Outanji, voilà, qui vient de nous faire un poème extrêmement complet donc, du continent africain, de son continent, de l'Afrique. Même étant en Europe, Victor est toujours attaché à ses racines et à l'Afrique. Donc vous allez retrouver ces poèmes, hein, ces livres, ces poèmes. Vous pouvez les retrouver. Victor, comment on peut retrouver les poèmes? Le poème est dans le recueil Couleurs de rêve, qui est apparu en 1977. Je dois le rééditer. Ah, mais il est toujours d'actualité, hein, ce poème, tout ce que vous avez écrit. L'Afrique est ainsi. Oui, oui. Alors, sur ça, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je remercie le PDG de la chaîne, Hamzata. Je remercie la régie avec Faisal Sidiki. Je remercie vous, les téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission Face à l'Afrique. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur le plateau Africain TV. À très bientôt.